Il est là. Il est là. Il est de retour. Ça fait combien de temps? Longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Parce que je me rappelle, j'ai fait un épisode avec vous au retour des fêtes. Le Canadien était dernier, non? Et après, je me suis envolé pour les vrai. contrées exotiques de l'Utah. Et puis, depuis ce temps-là, on s'est pas revu. Puis avant, j'étais un petit peu en vacances pendant le temps des fêtes. Quelle idée. Quelle idée. Alors, raconte-nous tout. Une idée folle. As-tu été capable de trouver de la bière? Pris en note les restaurants Alors, j'ai tout ça. Ça va être sur Maintenant, c'est rendu compte que je le Instagram. consigne pour pouvoir t'en parler. Non, on fera pas une liste d'épicerie, mais c'est comme à l'Utah. Tu peux très facilement boire un verre. Là. Je me suis fait dire que ça avait beaucoup changé par rapport aux Jeux olympiques en 2002 où... Étais-tu là aux Jeux olympiques en 2002? C'était difficile apparemment si vous vouliez, par exemple, un petit verre de vin en fin de soirée pour décanter. Comme le vin décante lui-même. Ou c'est ça. Mais 1 à 2 verres de vin, c'est recommandé, non? Plus maintenant, je pense. Non, ils disent que pas d'alcool, c'est mieux que pas d'alcool, de l'alcool. C'est recommandé. Ouais. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je me faisais raconter par des journalistes qui avaient couvert les JO de 2002 que c'était difficile à l'époque quand même. Mais là, pas du tout. Les restaurants étaient pleins. Il y a des petits pubs, des brasseries locales, tout ça. Donc, pour boire un verre, c'est pas un problème. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tu as failli te faire frapper par une voiture? C'est une drôle de ville, honnêtement. Puis, ça m'étonne pas que Heinemann se soit fait frapper par un char. Les voitures circulent à gauche, comme en Angleterre. Juste dans la ville. juste en banlieue, non. Donc, ça peut être mélangeant. Non, ce sont d'immenses boulevards. Salt Lake City, c'est une ville de 200 000 habitants, là. Puis c'est des 4 voies de large de chaque bord, à peu près. On dirait qu'on est à Los Angeles, mais t'es dans une ville de 210 000 habitants. Donc, c'est un peu particulier. Il y a une voie pour le transport en commun, une voie pour les vélos? Non, pas du tout. Non? C'est toutes des voies de char. Okay. Il y a une voie pour les voitures. Juste à côté, il y a une voie pour les voitures. À gauche, c'est les voitures, ouais. Et il y a un tramway, cela dit, qui a été construit pour les Jeux olympiques de 2002, mais il fait vraiment juste comme l'axe principal, le tronçon central. Il marche juste pendant les Jeux olympiques. Ils vont peut-être le rallumer. Dans 9 ans, il repart. Ils sont en train de réparer les wagons. Alors, c'est quand même une drôle... Le lieu est magnifique, c'est entouré de montagnes. L'Utah est probablement un des plus beaux États des États-Unis, d'un point de vue... esthétique, topologique ou géographique. Ouais. C'est magnifique, là. Et là, avec la proximité avec l'Arizona aussi, les canyons, tout ça. Et pour faire du ski, paraît-il que c'est extraordinaire. C'est une neige très sèche. Poudreuse. Oui, c'est de la poudreuse, c'est ça. C'est très sec. Donc, c'est pas une neige à bonhomme. Soyez avertis. C'est pas une neige à bonhomme. Je regarde ça, là. Mais ça skie magnifiquement, apparemment, parce que j'ai malheureusement pas eu le temps. J'aurais aimé ça. Mais Salt Lake, en soi... Je peux pas dire que j'ai été charmé par la ville. Là. OK. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une ville de chars. Mais pour circuler pas en très voiture... grande. Puis à l'extérieur, dehors, il n'y a pas beaucoup de vie. Là. C'est pas très effervescent. Mais il n'y a pas de bouchon. Non. 4 voies. J'ai passé la semaine là, puis j'ai pas vu de. C'est un genre de Laval plus petit avec un boulevard Saint-Martin plus large. Puis un genre de centre-ville. OK. Ouais. Avec plus un centre-ville que Laval. Puis un peu moins de centre d'achat. OK. Ouais. L'Utah. C'est comme un Terrebonne. Une belle place pour regarder par la fenêtre. Terrebonne, c'est plus coquet que Laval. Le vieux Terrebonne, c'est très coquet. Oui. Je suis allé voir un spectacle. Est-ce qu'il y a un vieux Salt Lake? Pas trouvé. Pas sûr. Pas trouvé le vieux Salt Lake. Bon, la neige à bonhomme. C'est pas de la neige à bonhomme. Non, je sais, mais qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Tu veux des adresses? Papa, est-ce qu'on va faire des bonhommes de neige en Utah? Je penserais pas, moi. C'est pas de la neige à bonhomme. C'est pas de la neige à bonhomme. OK, aujourd'hui, un peu de fatigue, le facteur Hudson et la fin d'une époque. C'est tellement hockey, épisode 374. Et oui, il est de retour, mesdames et messieurs, votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Monsieur Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bien le bonjour, messieurs. Je suis très content d'être de retour. Je me suis ennuyé un peu, ça faisait longtemps. Il nous écoute. Oui, oui. Pour savoir de quoi parler ou pas parler. Je pensais que c'est parce que tu nous aimais. Ça lui fait une connexion, un contact avec la maison. On est toujours là. Oui. On est toujours là. Vous m'accompagnez. Et votre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je pense qu'ils nous prennent plus au sérieux, c'est sûr. Je pense que c'est toujours
chat puis la souris un petit peu. Tu sais, t'as beaucoup de vidéos, t'as beaucoup d'exemples. On va regarder ça, mais je suis pas surpris qu'ils sortent comme ça contre nous autres. On les avait battus 2 fois en ligne la dernière fois. C'est juste qu'on n'a pas eu une première période pour nous aider. Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien contre les Red Wings, match qui avait lieu jeudi soir, et en tout début de réponse, là, on lui a demandé un peu si, c'est ça, les équipes sont peut-être mieux préparées. Ça allait mieux. Les adversaires du Canadien sont peut-être mieux préparés à les affronter maintenant que c'est l'équipe de l'heure ou une des équipes de l'heure dans la LNH depuis plusieurs semaines. Ça allait mieux quand c'était pas le cas. Ça allait mieux quand les adversaires du Canadien les prenaient à la légère. Comment on fait pour revenir à ça, Martin? Continue à jouer comme ça. Ça va revenir à la normale. Non, mais reste que... parlant de normalité, oui. On peut peut-être commencer avec ça, là. C'est normal. Est-ce que c'est normal, ce qu'on a vu à Détroit hier? Non. Oui puis non. Je pense qu'il y a de la fatigue qui s'installe. Ben là. Ça faisait 14 matchs en 27 jours. C'est un rythme d'un petit peu plus de on joue un brin plus qu'à tous les 2 jours. C'est énorme. D'un autre côté, tu es dans une lutte de tous les instants. Tu as la chance, pas d'achever, mais de porter un dur coup à un adversaire. Là. C'était une chance de leur poser le pied au visage et de les écraser un petit peu. Oui, effectivement. C'était parce que c'est la différence entre les Wings, une victoire en temps régulier, les repousser à 7 points du Canadien, une défaite les rapproche à 3 points. Quand on parle d'un match de 4 points, on en a un bel exemple. Alors, c'est vraiment une occasion manquée pour le Canadien. Et après ça, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, c'est une chose. Ce que je m'explique mal, c'est de la façon dont on est sorti. On dit oui, les Wings le savent, ils ont plus de marge de manœuvre, donc forcément, il y avait ce sentiment d'urgence et tout. D'accord. Mais le sentiment d'urgence ne devrait pas quitter le Canadien. Là. Je veux dire, après avoir passé 3 années à subir leurs adversaires tout le temps, à être dans les bas-fonds du classement, et là, enfin, ils sont dans une vraie compétition. Ils le savent, et ça fait 1 mois ou 2 même qu'ils se battent vaillamment pour obtenir une chance comme celle-là, justement, de faire mal à un adversaire et eux de consolider leur place. C'est assez difficile de comprendre comment ça se fait qu'on sort à plat. Je comprends que la fatigue est certainement un facteur là-dedans, c'est sûr. Mais c'est dommage de les voir amorphes un peu pendant une moitié de match. Dans une rencontre si importante, une des dernières là, avec un rival direct dans la course aux séries avant la pause pour les 4 nations. Il reste juste le Tampa Bay le dimanche du Super Bowl, donc le 9 février. Sinon, ce sont des adversaires principalement de l'Ouest. Donc, c'est pas normal, Martin. Moi, je vois dans ce qui s'est passé hier un peu l'aboutissement de ce dont on parlait vendredi passé. On a discuté vendredi passé. Je disais que je voyais le système de jeu commencer à glisser tranquillement. Puis ça arrive dans une saison. Le Canadien a atteint une apogée à un moment donné au début de janvier où c'était incroyable de voir comment cette équipe-là exécutait, minimisait les risques, jouait de façon, là, c'était tout le monde était accordé, tous les violons étaient parfaitement accordés, puis on n'avait jamais vu ça là, au cours des 4 dernières années. Et là, on a vu là, des joueurs commencer à prendre un petit peu plus de risques. La défense commençait, au lieu d'essayer, quand il n'y a pas d'option en sortie de zone, de simplement utiliser la bande, essayer une passe transversale un peu plus risquée. En entrée de zone, des revirements commis. Puis ça commence comme ça tranquillement, puis on dirait que quand l'équipe continue de s'en sortir, on dirait que ça gomme. C'est ça. On dirait que ça se détériore, ça continue toujours à se détériorer un petit peu. Puis là, on regarde, on arrive dans une situation où le Canadien a accordé 4 buts ou plus dans 3 de ses 4 derniers matchs. Le match de mardi dernier, là, tout le monde disait « Wow, quelle combativité », mais contre le Lightning, le Canadien était revenu de l'arrière 4 fois dans ce match-là, si ma mémoire est bonne. Contre les Rangers, tu veux dire?
Contre les Rangers, contre le Lightning, on est revenu de l'arrière aussi. De 0-0. C'est ça. Donc, 4 buts ou plus dans 3 des 4 derniers matchs. Le Canadien a accordé 3 buts, le premier but dans 3 de ses 3 derniers matchs, dans 6 de ses 8 derniers matchs. Dans 9 de ses 12 derniers. C'est ça. Alors, vous m'étourdissez. Le Canadien a accordé le premier but dans 9 de ses 12 derniers matchs. C'est pas une recette de succès. Habituellement. Fait que ça, c'est tout l'avantage numérique est tombé un petit peu en panne. On est rendu à quoi depuis 2 semaines, c'est à 13 %. C'est pas la même chose. On dirait que les succès de Patrick Laine en avantage numérique font en sorte que là, les autres équipes se concentrent sur Laine, puis là, on n'est pas capable de trouver d'autres options pour continuer à faire fonctionner la machine, alors que moi, je pensais que ça allait permettre à Cole Caulfield de remplir le filet s'il était un petit peu plus laissé à lui-même là, pendant qu'on surveillait Laine. Mais c'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que, là, t'arrives, t'as un vrai mauvais match, mais va falloir essayer de retrouver la formule qui avait fait le succès du Canadien là, depuis la période des fêtes où on se cassait pas la tête, on avait une formule parce que oui, le calendrier est serré, mais il est serré pour tout le monde. Fait qu'il faut que tu trouves une façon standard de jouer. Même quand on est fatigué, on joue de cette façon-là, puis les chances de succès sont quand même de notre côté soir après soir, même si on a moins nos jambes. Et hier, 25 tirs reçus dans les 27 premières minutes de jeu. Là, c'est presque un rythme de 60 tirs reçus dans un match. Ouais. Le Canadien a eu vraiment beaucoup de difficultés. Il y a des joueurs qui étaient absolument pas là. Et on peut pas se permettre de commencer. Détroit est un bon exemple de ça. Là. Ils ont gagné beaucoup de matchs après le changement d'entraîneur. Puis ils se sont mis à en échapper régulièrement, puis ils se sont presque sortis de la course. Là, hier, ils se battaient pour leur survie, eux autres, pour rester dans le peloton. Là. Et il y a ça aussi à prendre en considération, hein, je pense. C'est probablement un des meilleurs matchs, enfin, des affrontements qu'on a vus contre le Canadien, c'était le meilleur match des Red Wings, là aussi. Ça paraissait, là, ce que tu viens de dire. Ouais. Oui. Ben, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, j'allais dire, moi, je poursuis. J'avais un bon pivot. J'avais un pivot. Vas-y. Le fait qu'il y a beaucoup de matchs fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Il y en a eu très peu. Donc, on parlait de la fatigue, mais tout ça est un peu interrelié. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que... parce que je sais qu'on fait beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de meetings. C'est pas parce qu'on n'est pas sur la glace qu'on se prépare pas puis on resserre pas certains concepts. Mais est-ce que, justement, dans ce relâchement... Il y a une part de ce relâchement-là qui s'explique par le fait qu'on passe peu de temps à travailler sur la glace. Probablement, parce que ça faisait un moment qu'on voyait justement des failles dans le système de jeu, comme Martin le disait, les unités spéciales ralentir et tout ça. Et Martin Saint-Louis l'a dit après je ne sais plus quel match en fin de semaine, peut-être contre les Rangers. On aimerait ça pouvoir travailler. Puis c'est sûr que comme entraîneur, tu es toujours en train de planifier la prochaine séance, puis tu sais sur quoi tu aimerais mettre du temps parce que tu vois un aspect du jeu qui glisse ou bon. Alors, c'est sûr que Saint-Louis aimerait ça pouvoir le faire et probablement travailler sur les unités spéciales. Je pense que j'ai l'impression que ce serait, là, à la lumière du match d'hier, peut-être que ça pourrait changer. La game nous parle, hein, donc ça change ça change d'un match à l'autre, mais c'est sûr que les unités spéciales, présentement, ça serait sûrement un point sur lequel il mettrait l'accent. Il a jugé, il a dit... Ce qui était le plus important, on a mis ça dans la balance, ce qui était le plus important, c'était le repos, étant donné... Et ça a été payant, là. Ça a été payant. Puis, étant donné le calendrier complètement démesuré du CH, là, j'avais... Les voyages, c'était pas juste le nombre de matchs, les déplacements. Non, c'est ça, j'avais sorti les chiffres dans un de mes textes, là, je le retrouverai puis je vous les donnerai tantôt, mais c'est aussi la qualité des adversaires que le Canadien a affrontés. Tu sais. Avant le match d'hier contre les Red Wings, j'avais compilé les fiches de toutes les équipes qu'il a affrontées depuis les 2 matchs en Floride après le temps des... pas après le temps des fêtes, mais après la pause de Noël. Et puis, dans ces matchs-là, donc dans ces 14 matchs-là, l'adversaire jouait en moyenne pour 603. Donc, c'est énorme. Là. Ça veut dire qu'on le savait qu'on avait affronté des poids lourds, mais que le CH a réussi à sortir un lapin de son chapeau dans cette séquence du calendrier-là, qui non seulement les adversaires étaient constamment parmi les meilleurs de la Ligue nationale, mais en plus, ça se faisait alors qu'on changeait de fuseau d'horaire constamment. Ils ont disputé 16 matchs de suite où ils devaient changer de ville
pendant 16 rencontres, là, où il n'y a pas eu 2 matchs de suite à Montréal, par exemple. Donc, il fallait se déplacer à chaque fois entre chaque match. Ça, c'est épouvantable, honnêtement. Le calendrier, on n'en a pas assez parlé, mais extrêmement mal fait. D'un point de vue sportif, c'est épouvantable. D'un point de vue écologique, environnemental. La Formule 1 a changé son calendrier en vue de la prochaine saison pour dire que ça n'a pas d'allure de passer d'un continent à l'autre pour aller faire des grands prix. Puis, il y a une empreinte écologique qui est là. La Formule 1, ce champion vert, comme tout le monde sait. Non, mais... Leader! Que cette réflexion-là... Oui, c'est ça l'argument. Ouais. On pourrait s'arranger pour minimiser ça, puis que quand les équipes sont à domicile, qu'ils jouent un certain nombre de matchs à domicile, puis quand on part, on fait on fait ça à coup de 3 matchs sur la route ou 3-4 matchs, on fait des petits déplacements, on revient. Mais 16 matchs aller-retour, c'est épouvantable pour les athlètes. Ça n'a aucun sens. C'est épouvantable pour les clients qui paient pour des chers leurs billets parce que les athlètes sont fatigués. Puis ça n'a absolument aucun bon sens. C'est épouvantable pour la quantité de kérosène oui, puis moi, qu'on brûle. J'avais identifié ce segment-là en me disant... C'est sûr que c'est la mort du Canada. Tu regardais la qualité des adversaires. Ça va être aucune chance, comme les autres saisons. Là, on arrive au 10-12 janvier, puis c'est terminé, ils sont largués, puis on a 3 mois de calvaire, puis on pense déjà à préparer l'année prochaine, puis à qui on va échanger à la date limite des transactions. C'est pour donner quelques incohérences, pour souligner à gros traits quelques incohérences du calendrier. Le 20 décembre, le CH joue à Détroit. Le 21 contre Détroit à Montréal. Le lendemain, il va à Columbus, qui est très près de Détroit. Aucun sens. Il y a eu ce voyage-là à Vegas. C'est comme du stop and go. Ça. Vegas, on y va. On va à Chicago dans le nord, on revient au Colorado. C'est complètement hallucinant. Il y a eu tellement de séquences de 2 matchs en 2 soirs aussi. Donc, c'est quand même magnifique, là. Honnêtement, ce que le CH a été capable de faire. Faut le reconnaître. Mais... C'est ça, la fatigue a dû s'installer. Puis oui, le manque d'entraînement, là, je pense, commence à apparaître. Il reste 8 matchs avant la pause des 4 nations et je pense que Martin Saint-Louis aimerait beaucoup prendre du temps pour travailler sur certains aspects. C'est congé vendredi, on joue samedi, ce sera congé dimanche, j'imagine, et ça va aller à la semaine prochaine, mais je ne serais pas surpris de voir, étant donné que le Canadien reste à Montréal pour les matchs samedi, mardi et jeudi prochain. Je ne serais pas surpris de voir le CH s'entraîner le lundi, mercredi, avant de partir pour la Californie. Mais c'est partout. Là, la tenue de la Coupe des 4 Nations fait en sorte que le calendrier de tout le monde est compressé. Je parlais avec les gens du Lightning mardi, puis ils disaient nos joueurs sont fatigués. Là, on n'est plus capable de marquer des buts. Les gars sont à bout. Alors, tout le monde est aux prises avec le même problème, mais... C'est normal de trébucher aussi. Ouais, c'est ça. Juste pour finir, j'ai retrouvé mes petites statistiques. J'ai des plus de chiffres. Là. Bougez pas. J'aimerais ça. Plein de chiffres. 3, 8, 21. Complémentaire, 17. Alors, à partir du 28 décembre jusqu'après la victoire contre les Rangers, tout récemment, l'équipe a disputé 12 matchs en 23 jours dans 9 villes en changeant 7 fois de fuseau horaire. C'est quand même débile. Si on avait fait ces voyages-là juste pour écrire des textes, sans jouer les matchs, tu rien fatigué. Puis honnêtement... Il y aurait des fautes, plus de fautes dans le dernier paragraphe. C'est drôle que tu dises ça parce que juste quand on suit une équipe, par exemple, dans un voyage dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain, puis que tu fais plusieurs matchs en peu de jours, puis tu prends des vols très tôt le matin, puis bon, c'est sûr qu'on voyage pas dans les mêmes conditions, là, puis qu'on finit très tard. Mais... Vous travaillez pour vrai. Puis on travaille pour vrai, on joue pas. On n'est pas là à jouer, à s'amuser. Non, mais souvent, on se fait la réflexion à dire « Aïe, je suis brûlé, tu sais. » Puis j'ai pas à jouer au hockey. Là. Moi, c'est ça. Donc, c'est sûr que ce train d'enfer-là, 12 matchs en 23 jours dans 9 villes, en changeant 7 fois de fuseau horaire, c'est complètement démesuré. Mais tu parlais du Lightning, puis si vous regardez le classement ce matin, ça bouge très peu parce que les compétiteurs ou les concurrents directs du Canadien, les Sénateurs, les Blue Jackets, aussi, c'est des 2 matchs en 2 soirs. C'était des défaites là, dans les derniers matchs. Les Rangers ont gagné, eux autres sont en train de remonter pas mal. C'est ça, mais voilà. Alors, tout le monde est un peu dans cette situation-là. Donc, c'est quand les 4 nations, et combien de temps le congé? 12 au 20 février. 12 au 20? Ça, c'est la compétition. Ouais, mais le congé débute un peu avant ça. Okay. Là. Donc, le Canadien, après son dernier match, c'est le 9 février contre le Lightning à Montréal. C'est le week-end du Super Bowl. On joue ce... Ça va, Martin? Oui, ça va.
on m'a dépêché à l'entraînement mardi. Ça veut dire qu'on était on était mal pris. Puis le collègue Chaumont a éternué violemment pendant le point de presse de Martin Saint-Louis. Mais lui, il a tout un nez. On a mieux réagi. C'est pas que la moitié d'un nez. Chaumont a lui-même eu cette boutade-là, alors il est au courant. On le salue. Il est au courant, oui. On le salue d'ailleurs. Il est au courant parce que tous les gars du beat lui rappellent. On lui permet pas de l'oublier. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, le Canadien ne jouera pas pendant 12 jours. Donc, dernier match le 9 contre le Lightning et on reprend ça à Ottawa le 22. Ça va être bon. D'ailleurs, a-t-on établi vendredi que dans ces eaux-là, là, après ce match-là, Ottawa, parce que je pense qu'il y a 2 rencontres contre Ottawa après les 4 nations. Dans ces 2 matchs-là, dépendamment de la façon dont ça va tourner, on va avoir une bonne idée là, si après ça, si on peut commencer à parler des séries. Le Canadien a affronté ses rivaux directs pas mal. Il reste donc un Rangers le 9 février, un Ottawa le 22, un Philadelphie. Non, 2 Philadelphie, 1 Boston, 2 Ottawa. Mais c'est quand même plus grand-chose. Là. Philadelphie, à ce moment-là, peut-être qu'ils ne seront même plus dans le portrait. Donc, si c'est après les 4 nations, ça pourrait être 2 matchs contre Ottawa puis 1 contre Boston. Et c'est là qu'on va... On pourrait peut-être faire pencher la balance. 1 contre les Red Wings aussi. Il en reste quelques-uns, mais pas tant que ça. D'accord. Bon, avant d'enchaîner, juste un mot sur Kirby Dach, qui a été un des meilleurs joueurs probablement de son équipe hier, qui est sur une séquence... Est-ce que, alors, dans le style de mes questions de la semaine passée, est-ce qu'il est trop tôt pour dire que Kirby est de retour? Kirby is back. Est-ce qu'il est trop tôt pour dire ça? Non, je pense pas. Honnêtement, il commence à se ressembler, comme dirait... Il se ressemble, hein? Il a la même face. Oui, puis le deuxième trio, en fait, ce qui est encourageant, c'est qu'il est en mesure, par moment, pas tout le temps, mais quand même de plus en plus, d'être le meneur de jeu de son trio. Puis c'est ça qu'on attend d'un joueur de centre. Si Kirby Dach se replaçait, mais n'était qu'un complément au sein, n'était pas capable de mener le jeu ou de le prendre en charge l'offensive de son trio, ce serait quand même un peu inquiétant. Là, pour l'instant, depuis plusieurs matchs, je trouve que il fait une différence. Puis on le voit, puis autant des fois le deuxième trio va être un petit peu hasardeux en défense, surtout en raison du jeu plein de fioritures de Patrick Laine par moment à 5 contre 5. Mais Dach est vraiment en train de retrouver un niveau de jeu qui est très intéressant et surtout encourageant ou rassurant pour le Canadien qui voit en lui évidemment son deuxième centre et qui va certainement prendre une décision à la fin de la saison, dans le sens que si ça ne s'était pas replacé, je pense qu'on aurait été obligé de revoir le plan en se disant on ne l'a pas, notre deuxième centre, donc il faut en trouver un. T'sais. Je pense que Dach est meilleur aussi parce que Newhook est meilleur. Newhook, depuis quelques temps, joue probablement son meilleur hockey depuis son arrivée à Montréal. Il utilise beaucoup sa vitesse. Défensivement, il est bon aussi. Défensivement, il obtient des chances de marquer, distribue mieux la rondelle. À un moment donné, il avait comme une fiche de lanceur. Là. Il n'était pas comme... Il s'enlignait pour le Cy Young. 6-0, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de mention d'aide. Mais il est encore 8-3, je pense. Ce qui est encore une bonne fiche pour un lanceur. Oui. Mais c'est ça, il apporte quelque chose. 9-4, pardon. Patrick Laine n'est pas le gars le plus explosif sur patin, mais lui, il crée des ouvertures avec sa vitesse. Je pense qu'il a changé la face un petit peu de ce trio-là et Dach profite de ça aussi. C'est hallucinant comment, quand Patrick Laine a la rondelle, on a l'impression que le jeu se ralentit. Tout se déroule au ralenti. C'est comme dans un jeu vidéo, puis ça me frappe. Tu dis ça, puis là, ça me... Mais moi, dans les 2-3 derniers matchs, des fois, si je suis distrait, si j'ai pas le son, mettons, je me dis, coudonc, est-ce que le jeu est arrêté? Parce qu'il me semble que c'est arrivé, c'est peut-être quand Laine est là, mais il me semble que ça arrive à l'occasion que c'est comme, voyons, il se passe... Ça bouge comme peu. Exact. Et là, c'est souvent un sujet de conversation entre Alex et moi sur la passerelle de presse, le jeu de Laine, parce qu'il joue de façon très risquée depuis quelque temps. Il prend... Oui, il essaie de battre... il joue pas les pourcentages. Ouais. On dirait qu'il se surestime beaucoup. Oui. Qu'il se croit capable de bien plus que ce qu'il est en mesure d'offrir présentement par moment. Puis, tu sais, hier, il y a un but, je pense, qui a été causé par ça. Il y a beaucoup de gens qui ont blâmé Laine Hudson en avantage numérique d'avoir essayé de
de tirer directement au filet en recevant une passe transversale, une passe qui a traversé presque la zone au complet du revers de Laine, qui n'était pas une passe qui n'était pas précise. Mais si Hudson arrêtait cette rondelle-là, il y avait une forte chance que le joueur des Red Wings place son bâton pour pousser la rondelle et parte en échappée avec. Fait que Hudson, qui n'était pas bien placé pour tirer, a tenté un tir. Ça a causé un revirement qui a donné le but des Red Wings en désavantage. Mais il y a beaucoup de situations. Tu sais, c'est entre 5 et 7 % les chances de battre un défenseur à 1 contre 1 en essayant de le déjouer. Alors, il faut que tu choisisses tes moments. Là. Tu sais, quand tu arrives en zone adverse et tes coéquipiers sont partis faire un changement au banc et que tu es le seul et que tu n'as personne avec qui échanger la rondelle, des fois, tu peux essayer de déjouer puis de gagner du temps en zone adverse. Mais Laine prend beaucoup de décisions risquées, puis ça fait partie un peu de ce mouvement-là quand je dis que la structure s'effrite et que là, il y en a de plus en plus qui essaient de... Il y a eu beaucoup plus de revirements hier, par exemple, à la ligne bleue, ce qu'on voyait plus. On a vu le Canadien embourbé dans son territoire de longues séquences. C'était vraiment du vintage cru automne 2024, octobre-novembre. Ce qu'on a vu depuis le week-end dernier aussi, c'est des buts marqués dans les premières minutes d'une période ou dans les dernières minutes de période. Fait qu'il y a des fantômes qui ressortent des placards. Puis tu sais, Saint-Louis avait dit, je sais pas si c'était après le match contre Toronto ou contre New York, il a dit « Ce que j'aime, c'est que malgré tout, on n'est pas en train de tomber en amour avec nous-mêmes. Là. Se regarder dans le miroir puis à se trouver donc bien beau puis donc bien fin. » Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça récemment. En même temps, tu sais, je parlais de normalité. C'est la meilleure équipe de la Ligue depuis un mois. Exact. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose. C'est un apprentissage, ça aussi. C'est sûr. Et de disputer, en plus de l'horaire complètement farfelu dont on a parlé, de disputer des rencontres aussi importantes, match après match après match, sans arrêt, en se déplaçant. Ça aussi, c'est un apprentissage pour cette équipe-là. Là. On est vraiment dans l'apprentissage. On est les 2 pieds dedans. Petit mot sur Lane Hudson, quand même. Là, j'ai l'impression qu'il s'est cogné à un mur, peut-être, depuis 3-4 matchs. Okay. On y vient. C'est moi qui décide quand on parle de Lane Hudson. Pardon. Oui, c'est vrai que j'ai comme... Ça paraît que t'étais pas là les derniers... Ça fait longtemps. Je sais plus comment faire. Non, mais je voulais qu'on... Est-ce qu'on parle pas assez de Lane Hudson dans ce balado? Non, mais ça se peut. Tu sais, des fois... Je pose la question sérieusement. Ce serait assez étrange qu'il y ait un balado où on parle beaucoup du Canadien et où on ne parlerait pas souvent de Lane Hudson. Ça nous est arrivé, je pense. Ce serait étrange. Mais c'est parce que c'est comme un... C'est acquis. C'est acquis. On le prend pour acquis. On a quand même parlé pas mal de Lane Hudson. Ça me rassure. Oui, je pense pas qu'on ait manqué à notre devoir là-dessus. C'est parce que c'est dans notre mandat. C'est marqué. Oui, c'est marqué sur, tellement Hudson. Tellement Hudson. Non, mais Martin t'a chroniqué sur Hudson cette semaine. Puis, abondamment. Il y avait des... non, mais chroniqué principalement sur Hudson. Parce qu'il est chroniqueur principal. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas compris. Principalement, oui. Avec, c'est ça, avec des principes. Et... Il y avait des chiffres. Non, mais je mentirais, là, si t'avais rien dit. J'enchaînais. Oui, d'accord, pardon. Il y avait quand même beaucoup de choses dans ce texte-là, puis je pense que ça vaut la peine qu'on y revienne et qu'ensuite on réponde à la question d'Alex, à savoir... Qu'est-ce que le mur est proche? Parce que ça aussi, ce serait normal. Ça reste un très jeune joueur, ça reste un gars qui n'est pas du tout habitué à ce rythme-là. Il a joué autant de matchs là, à ce stade-ci à la fin du mois de janvier que dans une saison normale, une grosse saison, là, ça inclut des séries là, dans le hockey universitaire américain. Mais commençons avec les éblouissements. Oui, écoute, moi, Lane Hudson, tout le monde parle de Lane Hudson. Les joueurs des autres formations se font poser des questions sur Lane Hudson. Les journalistes des autres villes se font planter quand ils parlent contre Lane Hudson, puis ça, c'est bien correct. Accorde de l'attention à Lane Hudson. Puis il y a beaucoup question de la course au trophée Calder quand on parle de lui. Les gens comparent les statistiques de Lane Hudson avec celles de Macklin Celebrini puis de Matvei Michkov. Ils ont à peu près le même nombre de points. Les gens regardent ça. Mais j'ai été inspiré cette semaine par... Il y a des textes très intéressants qui ont été publiés sur l'admission au Temple de la renommée d'Ichiro Suzuki, de Billy Wagner. Ça, c'est un joueur de baseball. C'est un autre sport, ça. De CC Sabathia. Et c'est un lanceur. C'était sur
on se concentrait sur la place dans l'histoire, les statistiques que ces joueurs-là avaient réussi par rapport aux autres grands de l'histoire. Et Lane Hutson, quand on compare avec... C'est le meilleur joueur d'histoire. Il est meilleur que Ichiro. Si on compare avec des attaquants comme Michkov et Celebrini, bon, on peut parler du nombre de points, puis est-ce que ça a plus d'impact ce que fait Hutson ou pas, mais quand on regarde offensivement ce qu'il est en train d'accomplir comme défenseur recru dans la Ligue nationale, c'est remarquable. Là. Et donc, c'est ça, je faisais ressortir dans ce texte-là que avant cette saison, dans l'histoire de la Ligue nationale, il y avait 12 défenseurs recrues seulement qui avaient réussi à maintenir une moyenne de 0,8 points par match dans la Ligue nationale en une demi-saison. Là, ça, c'est là qu'Hutson est en ce moment. Hutson était à 0,83. Là, avec le match d'hier, il est peut-être à 0,82, mais il est encore au-dessus. Ouais. Et parmi ces 12 défenseurs-là, tu avais des gars comme Raymond Bourque, Al MacInnis, Cale Makar, qui est déjà reconnu parmi les grands, ou qui a des statistiques qui se comparent aux plus grands de l'histoire. Chris Chelios, bref, des grosses Phil Housley, peut-être. Phil Housley était là. Et donc, Lane Hutson est là. Et dans ce groupe-là, c'est le 13e jusqu'à présent à voir. Est-ce qu'il va maintenir cette cadence-là jusqu'à la fin de la saison? On verra. Mais pour l'instant, il est dans ce club-là. Puis bon, qu'est-ce que ça veut dire, 0,8 points par match? Les défenseurs qui sont capables de maintenir ça, c'est aussi rare qu'un marqueur de 100 points dans la Ligue nationale de hockey. Dans les 15 dernières années, il y a 24 joueurs différents qui ont fait des saisons de 100 points. Tu as 30 défenseurs seulement qui ont eu des moyennes de 0,8 points par match. Et parmi ces 30 défenseurs-là, il y en avait un seul qui était une recrue. Alors, c'était tous des défenseurs expérimentés, là, et c'est Cale Makar qui a réussi ça. Et si tu regardes la place qu'occupe Hutson dans l'attaque du Canadien, il avait participé avant le match d'hier à 27,27% des buts marqués par l'équipe. Et ça, il n'y a aucun... Vous pouvez remonter à Doug Harvey, à Larry Robinson, à Chris Chelios, à Markov. Il n'y a aucun défenseur qui a maintenu un rythme comme celui-là. Puis c'est sûr chez le Canadien, là. Chez le Canadien, dans l'histoire du Canadien. C'est sûr que Larry Robinson jouait à une époque où l'équipe marquait parfois pas loin de 400 buts. Là, c'est difficile de participer à 100 buts dans une saison pour un défenseur. Mais dans les défenseurs plus récents, comme Markov, par exemple, il y en a plusieurs qui se sont approchés du 25%. Markov, une fois... Subban aussi. Subban a eu 26% l'année où il a remporté le trophée Norris dans la saison écourtée, à 42 matchs. Il a participé à 26% des buts du Canadien. Markov a fait 26,6%, je pense, une saison où il a joué juste 45 matchs. Donc, dans les 45 matchs qu'il a joué, il a participé à 26% des buts, mais sur une saison complète. C'est pas arrivé. Donc, ce sont pas des statistiques qui sont juste bonnes pour c'est pas juste un petit défenseur spectaculaire. Il y a vraiment un impact majeur que peu de défenseurs recrues ont eu dans la Ligue nationale. Puis là, bon, la question, c'est sûr que dans le dernier droit, le jeu se resserre. Il y a moins de buts par match. Lui, il n'a jamais vécu un calendrier de 82 matchs. Est-ce qu'il va perdre de la vitesse? Est-ce qu'il va s'essouffler? On verra, mais à date, moi, je trouve que dans la course au trophée Calder, il n'y a aucune comparaison entre ce que Celebrini et Michkov font par rapport à Hutson. Des gars qui ont marqué 14 buts dans leur première moitié de saison comme recrue. Dans l'histoire, il y en a 200 qui ont fait ça. Là. On n'est pas dans un club de 12 ou 13 joueurs comme Lane Hutson a réussi à le faire. Dustin Wolf. On parlait pas de ça. C'est pas un peu de ça dont on parlait. Je trouve qu'il y a plus... ça, c'est une autre chronique, ça. Il y a plus une rivalité entre Wolf et Hutson. Non, mais je rigole, mais ça aussi, c'est ça, de mettre... Parce que c'est difficile de comparer des pommes avec des oranges. Et dans le cas d'Hutson, des poires avec des pommes et des oranges. Non, mais j'entends par là que ça reste trois affaires différentes un peu, là. Et Wolf, ce serait intéressant aussi de voir. Tu essaies de déterminer, je pense, un peu comme le trophée Hart, mais de la recrue. Tu essaies de déterminer qui a été le joueur le plus utile à son équipe. Ça aide Wolf, assurément. Exact. C'est ce que je pense. S'il fallait que les Flames participent aux séries éliminatoires, j'ai bien l'impression, je sais pas, là, mais ça va favoriser énormément la candidature de Dustin Wolf. La seule affaire qui me chicote avec ça, c'est qu'il y a 23 ans. Exact. C'est un gardien.
Oui, mais contrairement à la croyance populaire, les gardiens atteignent leur apogée à peu près au même moment que les autres joueurs. Non. Oui. C'est juste qu'ils durent plus longtemps. Exact. Oui. Ça a changé quand, ça? C'est comme les 2 verres de vin par jour. Coudon! Ça a changé quand, ça? On est passé de 4 à 2 à 0. Non, mais on disait ça, les gardiens, 25 ans, c'était l'âge. Les défenseurs, c'était comme un attaquant, c'était tout plus tôt, un défenseur un peu plus tard. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps avant de s'établir dans la Ligue nationale, mais ils atteignent leur apogée à peu près en même temps que les autres, normalement. Le déclin est moins rapide, cela dit. Mais donc, Wolf a de très, très bons arguments en ce moment. Il connaît une première saison fantastique. La seule affaire, c'est que c'est ça. Il a 23 ans. Il y avait déjà 18 matchs de disputés dans la Ligue nationale avant le début de cette saison-là. Il avait fait la navette pendant 2 saisons. Ça reste une recrue selon les critères de la Ligue nationale, mais c'est un petit peu plus agaçant, si je peux dire. C'est pas dans la même il aurait dû graduer beaucoup plus rapidement. Là, mais oui. Il a été le meilleur gardien de la Ligue, nommé meilleur gardien de la Ligue américaine 2 ans de suite. Et même à ça, il n'a pas gradué. Il n'a pas gradué complètement l'année suivante. Moi, je suis en faveur de ça. Ouais, mais c'est pas comme si les Flames avaient été dans une situation où il y avait... Non, je veux bien. Comme deuxième gardien, je parle derrière Mark Strom à l'époque. Bref, là, il a pris la pole et il semble prêt et ça se passe bien. Donc, lui, il va se battre solidement avec Hudson. Hudson, l'année dernière, a disputé 47 rencontres dans son année. Tout est partout. En comptant les 2 avec le Canadien. Avec les 4 glacés. Exact, et le Mondial Junior, les 2 rencontres en fin d'année avec le Canadien. Et ça, rappelez-vous, on était rendu autour du 15 avril. C'est ça. Mais il fallait qu'il étudie en même temps, par exemple. C'est vrai. C'est vrai, mais peut-être que c'était pas sa priorité. Faudrait demander, mais je sais pas. Il avait dû s'arranger pour avoir moins de cours un petit peu aussi. Peut-être. Mais bref, 47 rencontres étalées sur 3 mois de plus. Là. Oui. On était à la mi-avril. Là, il est déjà à 48 et je trouve que ça a paru... ça paraît déjà? Il va probablement... Il traverse un creux de vague en ce moment, je pense. Il va probablement passer à travers, puis apprendre à composer avec ça, puis retrouver un second ou un troisième souffle. Mais en ce moment, je trouve que ça paraît un peu. Il a causé un revirement. Le premier but dans le match contre les Rangers, c'est un revirement d'Hudson derrière son filet qui renvoie la rondelle à la pointe. Ça mène à un but. Hier aussi, il y a eu ce jeu-là que Martin a décrit là, en avantage numérique où son tir a été bloqué et tout. Mais sur le premier but aussi, celui de Berggren, il s'est fait complètement déborder par Dylan Larkin. Ça, on commence à voir ça un peu plus. Nylander en échappé sur le but égalisateur contre Toronto. Il l'a tassé comme un vulgaire fétu de paille. Hudson était un petit peu en retard, là. Mais ça n'a pas été difficile pour Nylander de s'en débarrasser. Ça a été un peu le cas aussi contre Larkin hier. Bataille dans le coin de la rondelle. Oui, c'est ça. Le coin de la rondelle. C'est particulier parce qu'à la base, on penserait que c'est circulaire. Mais non. Non, il y a le coin de la rondelle. Et alors, dans le coin de la patinoire... Ça ferait un bon nom de bar sportif. Mais la patinoire aussi, est arrondie. C'est vrai. Pas vraiment un coin. T'as raison. Pas de coin, vraiment. Vous voyez, là, l'endroit... Le coin de la rondelle. L'endroit arrondi. Oui. Et puis Larkin, ça a été... l'a battu franchement. Puis ça, on ne le voyait pas vraiment avant. Il réussit. Oui, mais il réussit, mais ça lui demande, à mon avis, une dépense d'énergie folle. Ouais. Parce qu'il pèse 160 livres, il mesure 5 pieds 9, 5 pieds 9 et demi. Et puis, il se bat contre des très gros monsieur la plupart du temps. Donc, s'il n'y a pas la batterie, tank, si le réservoir n'est pas plein ou presque tout le temps... Charge la batterie 100% chargée. Tout est plus électrique. Je suis un homme de mon temps. De ton temps, tout à fait. Je devrais adapter mes analogies. Oui, ça aiderait, oui. Et là, je pense que le réservoir commence à se vider un peu. Et puis, ça prend pas grand-chose. Ce sont d'infimes détails. Mais pour lui, ça fait rapidement une grosse différence parce qu'il peut pas s'en sortir par sa force physique ou c'est juste un placement, puis tasser. Puis bon, il y a vraiment besoin d'une dépense d'énergie plus grande, je pense, comme défenseur que Arbor Xhekaj. Ça vaut pour n'importe quel joueur de plus petite taille, là. Pour n'importe quel joueur, surtout pour un défenseur. Mon ami Stéphane Dubé, ancien préparateur physique du Canadien, des Pingouins, m'a souvent répété que les joueurs, ils sont à leur pic de conditions physiques pas longtemps durant la saison. Là. Quand ils se présentent au camp d'entraînement, ils sont parfaitement préparés. Puis à partir du moment où la saison commence, ce n'est que tu essaies de limiter les dommages, là. Ils n'ont pas le temps de s'entraîner, ils voyagent, ils n'ont pas le temps de se reposer, ils subissent des blessures, ils jouent malgré les blessures. Fait que tu essaies juste de limiter les dégâts
pour arriver à la fin, quand on le voit souvent, là, quand on arrive dans les deuxième, troisième ronde des séries, les gars commencent à être transparents un petit peu. Fait que c'est une accumulation et un joueur de petite taille qui n'a jamais vécu ça. Les jeunes du Canadien le disaient, là, avant que la saison commence, on a appris à gérer. Maintenant, on est censé être prêt à être plus performant parce qu'on sait c'est quoi passer à travers un calendrier de la Ligue nationale. On a appris comment ça fonctionne. Hudson l'apprend. Hudson l'apprend à 25 minutes par match. Là. C'est pas un petit apprentissage. À 20 ans, avec un gabarit que l'on pourrait qualifier de plus frêle, disons, que celui de ses camarades. Qui n'est pas un avantage. Puis éventuellement, quand il va avoir 23, 24, 25 ans, il va être plus épais. Ouais. Mais pour l'instant, c'est... Presque épais comme toi, presque. Presque. Ouais, moi, j'approche la quarantaine. C'est sûr que tu es plus épais que... Moi, j'arrête pas d'épaissir, à vrai dire. J'épaissis. J'ai expliqué à mon fils qui mange comme qui a 6 ans, mais qui mange comme... Toi? Presque. Ben, presque. Puis je dis, non, mais tu n'engraisses pas, tu grandis, mais quand tu vas arrêter de grandir, tu vas épaissir. C'est ça qui va arriver. Mais bref, alors je pense que c'est ça. C'est un peu normal ce qui se passe avec lui. Il est moins 8 dans ses 4 derniers matchs. C'est sûr que c'est dopé par le moins 5 contre les Leafs. Là. Ouais. Mais quand même, il a été dans les moins dans 3 matchs sur 4, à part contre le Lightning. Donc, j'ai bien hâte de voir comment il va négocier cette portion-là de la saison, en fait. Ça rend ça vraiment intéressant. Le défi n'est pas mince. Aussi moins mince que lui. C'est ça. Il est plus épais que lui. C'est un défi plus épais que Hudson. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseaux sociaux. Question du public. Question du public. Question du réseau. Question du public. Alors, comme quoi on n'est pas nombriliste et essentiellement centré sur nous-mêmes, c'était pas mon idée, cela dit, cette question-là, mais... Ça, tu viens de défaire tout ton argument. Quand je dis on, ça exclut la personne qui parle. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quelle équipe canadienne ratera les séries. Hein, pourquoi pas? Alors, sur le book, CJ dit, comme d'habitude, les Canadiens de Montréal. Je trouve que ça donne le ton. Sinon, sur le book toujours, de Gillis, aucune. Ils vont toutes faire les séries. Et je prédis que cette fois-ci, la chère Coupe Stanley va revenir au Canada. Il dit pas où, par exemple. Non, c'est très sage de sa part. Alain Girard... C'est déjà risqué de donner le Canada... Ben oui, non. La Coupe à Winnipeg. Le danger, et les dangers sont partout. Un danger d'un océan à l'autre. Alain, sur Facebook, les Sens... Je sais pas. Hein, De toute façon, au Canada ou aux États-Unis, ça ne changera pas grand-chose. On va pas voir. Non, parce que sais-tu à quel point je me retiens? Oui, OK. Regarde. C'est une blague. C'était une blague. On fait vœu d'abstinence. Oui. Jack dit aucune. C'était quoi la question? Laquelle ne fera pas les séries? Oui. Aucune. Il y a beaucoup de ça. Alain aussi, aucune. Matt, sur Facebook, toujours, les Canucks, les Flames, les Canadiens, les Sénateurs, malheureusement. Ça, je ne veux pas être plate, mais je trouve que... Ça ressemble à ça. Ça ressemble à la vérité. Et Louis-Philippe sur Facebook dit, ça dépend de quelle série. Stat, Dumas, discussion avec mes parents. C'est une bonne pour rire. C'est une bonne, ça. Sur Twitter, possibilité, sénateur Flames canadien, ça c'est Devil in Disguise. Je pense que ça aussi, ça a bien de l'allure. Et sinon, sur le Gram, Snake Papier, pour la 20e année consécutive, les Nordiques de Québec. Prenez ça, Québec. Les 3C, dit GF sur Instagram. Les Canucks canadiens et sénateurs avec un C. C'est très bon. Et sur le YouTube, Torabert, qui dit pourquoi pas aucune? Pourquoi pas aucune? Est-ce qu'on peut rêver? On peut rêver, mais c'est ambitieux. Oui, et c'est le cauchemar de Gary Bettman. Oui. Et tu vois, Vancouver, quand tu regardes le portrait dans l'Ouest, là, ça va être difficile pour les Canucks, qui sont vraiment sur une mauvaise séquence de se faufiler. Tu sais. Je pense pas que l'Avalanche va rester nécessairement... peut-être parmi les équipes repêchées, vu que la division centrale est très forte, mais elle ne se fera pas tasser. Donc déjà là, je ne vois qu'une place de disponible dans l'Ouest en ce moment, qui est occupée par les Flames. Vancouver n'est pas trop loin, 3 points en arrière. Ils ont joué un match de plus, mais c'est une équipe qui est un peu dysfonctionnelle en ce moment.
On imagine qu'éventuellement, JT Miller va être échangé aussi. Donc, des fois, on est rendu là, hein, c'est plus Miller ou Peterson. Ça a l'air d'être le camp. Miller va être échangé. C'est ça. Plus que d'autres choses. Ouais. Il a l'air cool. Ça a l'air d'un gars cool. Et ils survivent uniquement par le fait qu'ils ont amassé beaucoup de points de perdants. 10 points de perdants. Alors, mais dans le fond, ils ont gagné 20 de leurs 47 matchs. C'est très peu. Là. C'est très peu. Est-ce que c'est le plus bas total dans les équipes qui sont près des séries? Probablement. Écoute, il y a 3 équipes en arrière d'eux autres qui en ont gagné plus. Là. Des matchs, c'est juste que les 10 points de perdants leur permettent de se maintenir la tête hors de l'eau un peu. Mais les Canucks, j'ai l'impression que ça s'en va dans la mauvaise direction. Les Flames, ce serait une belle histoire. C'est très possible. Je pense qu'on va en avoir 5, moi. Je dirais 5. C'est sûr que c'est ça. Canadien sénateur dans l'Est, dans cette course. Tu dis, peut-être qu'il y en a un qui va réussir entre ces deux-là. C'est ça. Mais les deux, ce serait chouette. On n'osera pas prédire la chute du Boston, quand même. Ça, il ne faut pas faire ça. On l'a appris à la dure. Mais si ça se produit... Mais c'est drôle, parce que je pensais à ça. Ça va bien finir par arriver un jour. Je pensais à ça. Je me disais, à la fin de la saison, si les Bruins sont exclus des séries, je vais pouvoir dire au balado... mon ami Gascon, qui a été un visionnaire, qui l'a prédit deux ans d'avance. C'est juste que je l'ai prédit vraiment plus tôt que tout le monde. Oui, c'est ça. Et le timing est tellement important quand on est un visionnaire. Est-ce que Gary Bettman a été un visionnaire? Ah, ça c'est bon, ça c'est bon comme lien. Non, j'aimais mieux ce serait le cauchemar de Gary. Ouais, toutes les équipes, ça c'était bon. J'ai failli enchaîner, mais je me suis dit, il fallait commenter. Il faut interagir avec le public. Oui. Hein? Puis c'est une conversation, c'est pas une pièce de théâtre. C'est pas une dictature. Non, ici, non. Parlons de Gary, parce que moi, ça m'avait échappé, Martin. Tu rappelais ça, tu ramenais ça, tu m'éveillais sur ces échos qui proviennent à la fois du comité exécutif de la LNH, par la bouche de Craig Leopold, le propriétaire du Wild, du Minnesota. Et Bettman a commenté aussi, tellement, c'est un sujet, c'est-à-dire la suite, parce que Gary, 72 ans, il faut penser à l'après Gary, puis ça se parle. Oui, mais c'est étrange la façon dont c'est sorti c'est sorti publiquement, parce que Craig Leopold participait à un balado mercredi, le balado de Pierre Maguire et Jimmy Murphy, qui s'appelle The Sick Podcast, The Eye Test. Et on a demandé à Craig Leopold s'il y a quelque chose qui l'inquiétait par rapport aux prochaines années dans la Ligue nationale. Et spontanément, il a dit, il y a Gary Bettman qui va prendre sa retraite. Et donc, c'est passé un peu dans le vide. Il y a un confrère du site athlétique qui a entendu ça et qui a téléphoné au propriétaire du Wild pour dire, là, écoutez, pouvez-vous développer un peu là-dessus? Là, qu'est-ce que vous avez dit? Bettman va prendre sa retraite. Et Craig Leopold a dit, écoutez, Gary Bettman nous a prévenu avant la réunion des gouverneurs le mois dernier de commencer à préparer sa succession, là, à préparer un éventuel successeur. Et on lui a demandé est-ce que vous avez formellement commencé ce processus-là de rechercher un successeur, et il a répondu, je dirais que oui. Alors, c'est quand même, si le changement est pour survenir dans 3 ans, tu commences pas formellement à essayer d'identifier un successeur. Et Léopold a quand même bien enveloppé ce qu'il disait. Là. Il disait, on est une entreprise de 6,6 milliards de dollars. C'est notre PDG qui annonce qu'il faut préparer sa succession. Il faut prendre ça au sérieux. Et c'est quand même
un passage inquiétant parce que ça a été c'est un très bon PDG. Je trouve ça drôle qu'il appelle un PDG au lieu d'un commissaire les propriétaires. Et justement, Bettman était de passage au Minnesota hier soir. Il s'est fait questionner là-dessus. Et sa version était un peu différente de celle de Léopold. Et ça, je trouvais ça intéressant. Il n'est pas étonné. Gary. Et donc, lui a dit non, c'était simplement, je trouvais que ça aurait été irresponsable de ne pas prévenir des propriétaires, de commencer à penser au fait que je ne suis pas éternel. Ouais. Là. Je suis en poste depuis longtemps, j'ai 72 ans. Quand vous avez un PDG qui est en place depuis très longtemps, c'est plus compliqué de faire un changement à la direction. Fait que je trouvais ça important de le mentionner, mais je suis toujours aussi passionné par mon travail et je suis pas préparé à la retraite immédiate. Donc, je sais pas s'il tenait ce discours-là, Bettman, pour tuer un peu l'histoire, pour pas que ça devienne une grosse boule de neige, là. Mais je trouvais ça quand même curieux qu'un membre du comité exécutif du bureau des gouverneurs de la Ligue nationale spontanément arrive sur la place publique pour parler d'une chose comme ça qui n'a jamais été discutée publiquement et qui mentionne après ça dans une deuxième entrevue en sachant que là, ça a attiré l'attention de quelqu'un. C'est de ça dont on parle. De dire, c'est de ça qu'on parle. On a commencé formellement à essayer d'identifier un successeur et que Bettman, lui, dit non. Alors, est-ce qu'on a rendu ça public semi-accidentellement pour peut-être indiquer à Bettman que là, on commence à travailler sur la passation des pouvoirs, ou est-ce que c'était vraiment accidentel? Puis, si on regarde aussi l'actualité de la Ligue nationale, il y a la convention collective qui se termine le 15 septembre 2026. Et la Ligue nationale, étonnamment, moi, je trouvais ça... On en a parlé. Étrange, qu'on désire renégocier la convention avant que celle-ci se termine. Et les négociations sont supposées commencer là, d'une février, je pense. Oui, d'une semaine à l'autre. Et Gary Bettman a même dit au cours des dernières semaines, ça va tellement bien que j'espère qu'on va pouvoir annoncer la conclusion d'une nouvelle convention collective avant la finale de la Coupe Stanley, avant ma conférence de presse sur l'état de l'Union, là, avant la finale de la Coupe Stanley. Et encore, ce serait plus qu'un an avant... la fin de la convention collective. Actuelle. Et pourquoi cet empressement? Alors, est-ce que Bettman prépare sa sortie et veut négocier la dernière convention collective? Est-ce que les propriétaires vont vouloir trouver un successeur tout de suite et le mêler un peu à ces négociations-là parce que c'est le successeur qui va avoir à vivre avec cette convention collective-là? Ou est-ce que c'est déjà entendu de leur côté que c'est Bill Daly qui va prendre la suite, qui est là depuis 1996 aux côtés de Bettman. C'est ça, j'allais dire. Et Bill, dans tout ça, Bill, il entend ça, il dit « Hey, moi... » C'est ça, il y a 60 ans, Bill Daly, donc il est quand même encore assez jeune. Sauf que Bettman a été très bon pour les propriétaires, mais il faut se souvenir qui était Gary Bettman. En 1993, c'est un jeune avocat de 40 ans qui était le numéro 3 à la NBA. Dans la NBA, qui avait participé aux négociations pour instaurer un plafond salarial, ce qui était assez révolutionnaire dans le sport nord-américain à l'époque. La NBA qui travaillait déjà des expansions sur la scène internationale, la visibilité, tout ça. Fait qu'on amenait quelqu'un qui avait un savoir-faire, mais qui était très dynamique, jeune, qui avait beaucoup d'énergie et d'ambition. Alors, est-ce qu'on va saisir cette occasion-là pour trouver un autre gars de 40 ans, de 35-40 ans, qui va avoir beaucoup d'énergie, qui va être un visionnaire, qui va... Est-ce que tu parles de moi? Qui va amener la Ligue nationale ailleurs. Non, je parle pas de toi. Toi, t'es retenu ici. Ouais, t'as une clause, ça, pas se passer de toi. T'as une clause de non-compétition. Donc ça, est-ce qu'on va opter pour le renouveau ou on va simplement dire Bill, continue pendant 10 ans, toi aussi, ce que Gary faisait depuis 32 ans. Alors, ça va être intéressant à voir, mais je comprends que les propriétaires soient un petit peu chagrinés d'envisager son départ parce que... Il leur a fait faire beaucoup d'argent. C'est épouvantable. le lockout qui a privé les amateurs de hockey pendant une saison complète, qui a instauré ce plafond salarial-là, le plus rigide des sports professionnels nord-américains, fait en sorte que la valeur des équipes de la Ligue nationale, maintenant, l'augmentation de la valeur surpasse
l'augmentation de la valeur des équipes de la NFL et du baseball majeur. En pourcentage. Ouais. Et juste donner un exemple, quand Bettman est arrivé en 93, le Canadien valait 73 millions de dollars. Et là, les Canadiens vaut 3 milliards de dollars. C'est une multiplication de valeur de 41,1. C'est un bon rendement. 41 fois. C'est un bon rendement. Alors, les propriétaires l'aiment beaucoup, mais pour le hockey en général, est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il a été son legs sera controversé. Absolument. C'est sur 3 lockouts. Au Canada, certainement, des déménagements. Il s'est obstiné à la vie, à la mort. S'est battu bec et ongle pour maintenir en vie des franchises, en particulier. En Arizona. Qui aurait dû quitter il y a longtemps. Donc, il y avait ses marottes. Les Jeux olympiques. Jeux olympiques. Ou l'absence. Il y avait ses marottes. Il s'y est accroché pour le meilleur et pour le pire. Mais on ne peut pas dire qu'il n'aura été que bon pour le développement du hockey, même s'il a fait de bonnes choses. Le fait que la Ligue nationale soit une des seules ligues majeures sur la planète à ne pas reconnaître le lien entre les coups à la tête répétés et les maladies dégénératives du cerveau, c'est épouvantable. Et moi, j'ai jamais été un grand admirateur de Gary Bettman, mais quand il s'est fait admettre au Panthéon au Temple de la renommée du hockey en 2018, alors qu'il était encore en plein exercice de ses fonctions, ça m'a jeté par terre. J'étais un peu grossier. Mais ça a été le cas de plusieurs c'est pas la première... anciens commissaires ou présidents de la Ligue nationale. Là, on dirait que pour être sûr d'y être... C'est Colin Campbell qui est rentré récemment. Cette année. C'est ça. C'est un peu, toute la garde, un peu malaise. Beaucoup de gens de la garde rapprochée qui ont été admis au Temple de la renommée. Moi, Gary, comme tout le monde, je le trouve... il m'apparaît antipathique, je ne l'ai jamais rencontré, mais il dégage ça. Il n'a pas l'air d'un homme chaleureux. Tu n'es pas le seul à ressentir ça parce que quand tu arrives sur une scène quelque part, il y a beaucoup de gens. Il faut monter le thermostat parce qu'il y a quand même un petit courant. Puis je suis entièrement d'accord avec toi, Martin, pour, comment dire, moi je trouve ça a été mauvais pour les joueurs. Oui. Qui, effectivement, ont vu leurs conditions ne pas s'améliorer au même niveau que celles de leurs confrères des autres sports professionnels. Ça, c'est indéniable. De les priver des Jeux olympiques, le partisan et la partisane en ont été volés. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ça va me permettre d'expliquer aux enfants la vraie signification de l'adage « le client a toujours raison ». Le client a toujours raison. Là. Ça ne veut pas dire que si... il se plaint d'une affaire qui le concerne juste lui, qu'il a raison. Le client a toujours raison, ça veut dire si l'aréna est plein, c'est le client qui a raison. C'est ça que ça veut dire. Le client parle. Puis... Et malheureusement, c'est pas égal, là, mais le client il semble dire que c'est bien correct. C'est bien correct tout ça. Puis c'est toutes ces affaires-là, c'est des affaires ponctuelles. Tu sais, l'absence des jeux, c'est des affaires ponctuelles. Les lockouts, c'est des affaires ponctuelles. C'est arrivé, on n'était pas content, mais c'est passé, c'est fini, puis ça paraît pas tant. Mais qui étaient les clients de Gary Bettman? C'est ça que j'allais dire. Ah ben là, quand si en plus, eux autres, les clients... a toujours raison, c'est eux autres, les clients. Non, mais moi, je parle du vrai client. Eux autres, ils vendent un produit, là. Bettman, qui est le PDG, mais les proprios, c'est comme son CA. Exactement. Puis ils veillaient à leurs intérêts. Mais il y a des vrais clients, ceux qui payent, parce que cette industrie-là de 6,5 milliards, ils viennent de la poche de tout le monde qui regarde et qui suivent les matchs. Puis c'est ça. Ils sont là, ils continuent d'être là, ils continuent de dépenser. Malheureusement, c'est ça que c'est. C'est sûr que c'est par là que ça passe. Cela dit, en revenant du lockout de 2004-2005, c'est pas Bettman directement, mais il y a eu ce comité de retour aux Jeux-là qui ont vraiment amélioré, ajusté les règlements dans la Ligue nationale, puis relancé un peu le spectacle de cette Ligue-là qui n'allait pas du tout dans la bonne direction depuis presque 10 ans. Alors, à chaque argument qui démontre que Bettman n'a pas servi les intérêts du hockey et du partisan, il y a son contre-exemple aussi. Ouais. C'est clair que ça va être un leg quand même controversé. L'argument qu'on pourrait faire, c'est est-ce que quelqu'un qui aurait pas annulé des saisons complètes, qui aurait permis aux joueurs d'aller aux Jeux olympiques, est-ce qu'on parlerait d'une industrie de 10 milliards aujourd'hui? Ça peut-être. C'est peut-être. Mais bon, on ne le saura pas. Ah, Gary. T'as connu juste Gary. Te souviens-tu de John Ziegler? Non. Parce que Gary...
était là en 1993 pour remettre la Coupe Stanley. Oui, c'était sa première. C'était sa première remise. Exact. Et c'est la première dont je me souviens. Puis, il s'est dit, là, je viens d'en donner une au Canada, j'en donnerai plus jamais d'autres. C'est ça son but. Je pense qu'il veut partir avant qu'Edmonton ou Winnipeg gagne la Coupe. Écoute, c'est peut-être ça qui va arriver. John Ziegler n'a pas été bien meilleur. Non, il n'a pas été bon. Beaucoup moins bon pour le hockey auparavant. Donc, c'était un gars de l'organisation des Red Wings de Détroit ou qui était proche du propriétaire des Red Wings de Détroit, John Ziegler. Et souvenez-vous, c'était l'époque où il y avait le directeur exécutif de l'association des joueurs qui était Alan Eagleson, qui était corrompu. Alors, quand il négociait les conventions collectives, Eagleson s'entendait avec Ziegler d'avance pour dire, là, je vais amener des joueurs avec moi là, à la séance de négociation, puis je vais piquer une sainte colère épouvantable, là, puis je vais réclamer telle affaire. Puis là, tu vas le concéder, mais tout était arrangé d'avance pour... Eagleson avait des intérêts partout, là, lui, avec les propriétaires. C'était lui qui était responsable. Les propriétaires lui avaient donné la responsabilité de l'organisation du hockey international. Donc, il faisait énormément d'argent avec ça, mais il s'opposait à Alan Eagleson à la divulgation des salaires. C'était le directeur de l'exécutif de l'association des joueurs, puis non, il se battait contre la divulgation des salaires pour que les joueurs puissent avoir des meilleures conditions. Donc, c'est ça, John Ziegler, ça a été ce genre de président de la Ligue nationale. Alors, c'était un niveau encore un petit peu plus grave. Ben, c'est bien de le... Moi, je me rappelle, c'est comme John Ziegler. J'aimais ça, ce nom-là. J'étais un enfant, je commençais à m'intéresser aux choses de la vie. C'était comme un personnage. Oui. John Ziegler. Bon, des personnages, hein, c'est pas ça qui manque. Gary, son remplaçant va avoir... mais ça va être Bill. Des petits souliers à chausser, mais des grands... Il va avoir un petit podium à tasser. 18, ça, max. Non, mais je pense que ça va être Bill Daly. Je serais surpris, moi. J'avais entendu dire... Bill, ça l'intéresse pas? Non, je pense que ça doit l'intéresser, mais évidemment, ces choses-là peuvent changer, mais qu'on opterait probablement pour une autre approche plutôt que de rester dans la continuité. Ah, OK. Mais je ne sais pas si ça a changé depuis. Mais c'est ce que j'avais entendu il y a peut-être un an. Il a tenu beaucoup de propriétaires en laisse aussi, Gary Bettman. Il est devenu extrêmement puissant, plus que bien des propriétaires. Beaucoup de propriétaires. Et ça, il y en a peut-être beaucoup qui veulent se départir de ce carcan. Ah, OK. De cette gang, ce régime. Évidemment, on va garder un œil là-dessus. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports et on est chanceux de ça. Merci infiniment. Moi aussi, je suis chanceux de ça. Le monde est chanceux. Toi, le commissaire, tu serais bon. Le premier commissaire québécois. Je pense pas que je serais bon. Je sais pas. Alexandre Gascon, commissaire? Non. Oui? Non. T'as pas le temps, de toute façon, avec toutes tes obligations familiales. T'es trop jeune. T'es trop jeune. Très occupé. Trop d'enfants. Le commissaire n'a pas 3 enfants en bas âge à aller reconduire un peu partout là, avant d'aller au travail, au bureau. Il peut pas se permettre ça. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants de Bettman? Est-ce qu'il y a un papier à faire là-dessus? Est-ce qu'ils aimeraient ça, vivre à Manhattan, tes enfants? Sûrement. Ben, le plus vieux a découvert Manhattan le mois dernier. Il a aimé ça. Pas ça. Tu es, pour l'instant, notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci infiniment. Pour l'instant. Jusqu'à temps que tu atteignes de nouveaux sommets. Ben, c'est sûr. C'est ça que je voulais dire. C'est sûr qu'entre toi et moi, s'il y en a un qui va s'élever... Ben, t'es plus jeune. C'est ça. T'es animateur, t'es déjà un statut inatteignable. Je suis au-dessus, puis je regarde ça. Tu regardes ça. Je suis très satisfait. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Passez tous et toutes un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.